Il m'a dit « Maman, si tu ne signes pas ces papiers aujourd'hui, je coupe tout contact avec toi. Définitivement, tu n'existeras plus pour moi. » C'était un dimanche après-midi, en novembre, dans mon appartement du 15e arrondissement. Il était 17 heures passées. La pluie battait les fenêtres à double vitrage que j'avais fait poser moi-même en 2004 avec mes économies après 23 ans de travail à la sécurité sociale. L'odeur du pot-au-feu que j'avais préparé depuis le matin flottait encore dans le couloir. Le pot-au-feu que ma mère faisait les dimanches d'hiver, avec du gros sel et des os à moelle, la recette que j'avais essayé de transmettre à mon fils Édouard depuis qu'il était enfant. Ce même fils qui me regardait maintenant de l'autre côté de ma propre table de salle à manger, les bras croisés, les yeux froids, attendant que je signe. Sa femme, Delphine, était assise à côté de lui. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste regardé ses ongles. Des ongles parfaits, laqués d'un rouge sombre, comme toujours. J'ai posé les mains à plat sur la toile de table en lin brodé que ma mère m'avait offert pour mon mariage, en 1977. J'ai senti le tissu sous mes paumes, un peu rugueux, usé en son centre, familier comme une vieille amie. J'ai respiré une fois, 2 fois, et je n'ai pas signé. Ce n'est pas parce que j'ai eu peur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas compris ce qu'il me demandait. J'ai très bien compris. C'est précisément pour ça que je n'ai pas signé. Parce que depuis 8 mois, depuis que j'avais commencé à voir ce qui se tramait vraiment dans cette famille que j'avais cru connaître, je savais que ce moment viendrait. Et je m'y étais préparé. Mais vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Alors laissez-moi vous raconter. Je m'appelle Marcelle Fontenot. J'ai 69 ans. J'ai travaillé pendant 38 ans comme gestionnaire administrative à la Caisse primaire d'assurance maladie du 15e arrondissement de Paris. Oui, la CEPAM, cet endroit que tout le monde déteste quand il faut y aller, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas de l'intérieur. Moi, je le connaissais. Je connaissais chaque formulaire, chaque procédure, chaque droit. 160 trimestres cotisés. Une retraite de 1 740 € par mois que je touche depuis 5 ans. Et un appartement au 14e étage d'un immeuble de la rue de la Croix-Nivert, 182 mètres carrés, vue dégagée sur les toits de zinc de Paris, que j'ai acheté avec mon mari Bernard en 1989 pour 240 000 francs, soit environ 36 500 € en monnaie actuelle, équivaut aujourd'hui, selon l'estimation du notaire Maître Bourdillon que j'ai consulté en mars de cette année, 880 000 €. 880 000 €. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de matin à 6h45 dans le métro-ligne 12 direction mairie d'ici. C'est beaucoup de lundi de février avec le rhume et les dossiers en retard. C'est beaucoup d'années à économiser sur les vacances, à ne pas refaire la cuisine quand elle aurait eu besoin d'être refaite, à vendre la voiture au lieu d'en racheter une. C'est la vie entière de Bernard et la mienne, condensée en mètres carrés et en euros. Bernard est mort en 2007. Cancer du poumon. 18 mois entre le diagnostic et la fin. Édouard avait 28 ans à l'époque. Il était déjà à Bordeaux, déjà dans sa vie de cadre commercial, chez une société de distribution pharmaceutique, déjà en train de devenir quelqu'un d'autre que le garçon que j'avais élevé. Je ne le savais pas encore à ce moment-là. Je m'en suis douté plus tard. Et j'en ai eu la certitude trop récemment. Vous vous demandez peut-être comment une femme comme moi, instruite, travailleuse, qui connaît les procédures comme sa poche, a pu se laisser mener dans une situation pareille. Je vous répondrai ceci. Quand c'est votre enfant, quand c'est la personne que vous avez tenue dans vos bras la première nuit de sa vie, quand c'est le petit garçon qui vous récitait la table de 6 en serrant votre main dans le couloir de l'école primaire de la rue Blomette, vous ne regardez pas les signaux de la même façon. Vous les voyez, mais vous les interprétez autrement. Vous vous dites que vous exagérez. Vous vous dites que la fatigue vous rend méfiante. Vous vous dites que les familles traversent des tensions, que c'est normal, que ça va s'arranger. Et pendant tout ce temps que vous passez à vous dire que ça va s'arranger, quelqu'un d'autre est occupé à tout démonter. Ce quelqu'un d'autre, c'est Delphine Maurras, née à Pau il y a 41 ans, rencontrée par Édouard lors d'un séminaire de vente à Biarritz en 2012. Ils ont emménagé ensemble 6 mois plus tard. Ils se sont mariés en 2015, un mariage à Bordeaux, dans un domaine viticole du Médoc, 120 convives, une robe à 22 000 € dont j'ai su le prix parce que Édouard m'a demandé de contribuer à hauteur de 5 000 €. J'ai payé les 5 000 €. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont 2 chiens, un appartement de 90 mètres carrés dans le quartier des Chartrons à Bordeaux qu'ils louent 2 100 € par mois
et une dette de 280 000 € contractée pour l'achat d'une résidence secondaire dans le Médoc, qui s'est avérée beaucoup moins rentable en location saisonnière qu'il ne l'avait calculé. Je n'ai su pour la dette que plus tard. Je n'ai su beaucoup de choses que plus tard. Et c'est précisément de ce plus tard dont je vais vous parler. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à sourire quand ma banquière m'a appelé un mardi matin de septembre pour me dire que mon fils tentait d'accéder à mes comptes, il faut que je revienne en arrière. Pas très loin, 2 ans et demi. C'est en mai 2022 que les choses ont vraiment commencé à changer de visage. Édouard m'a rendu visite pour mon anniversaire. J'allais avoir 67 ans. Il est arrivé le vendredi soir avec Delphine, 2 bouteilles d'un Pessac léognan que je n'avais pas demandé, mais que j'ai eu le bon goût de trouver excellent, et une proposition que je n'avais pas demandée non plus. Maman, avec tout ce que tu as ici, tu devrais penser à optimiser. Un appartement comme celui-là, ça dort. Et si on créait une SCI familiale? On mettrait le bien en société, on ferait des parts, et si un jour tu veux transmettre, c'est beaucoup plus simple fiscalement. C'est vrai que c'est plus simple fiscalement. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que ce qu'il ne m'a pas dit ce soir-là, ce qu'il ne m'a pas dit pendant les 6 mois de discussion qui ont suivi, pendant les réunions avec le comptable qu'il avait choisi lui-même, pendant la rédaction des statuts que je n'ai pas lus avec assez d'attention, c'est que dans les statuts qu'il proposait, le gérant de la SCI avait la capacité de prendre seul toutes les décisions de gestion courante et de location. Et le gérant qu'il proposait, c'était lui. Pas moi. Lui. J'avais apporté l'appartement. Lui avait apporté 200 000 € de capital en numéraire. De l'argent qu'il avait, me disait-il, économisé depuis des années. Je comprendrai plus tard d'où venait cet argent. Pour l'instant, j'avais signé, en janvier 2023, chez Maître Bourdillon, qui avait fait les yeux ronds quand Édouard avait insisté pour que la réunion se fasse vite, avant la fin de l'année fiscale. Maître Bourdillon m'avait demandé si je voulais prendre le temps de relire. J'avais dit oui, je vais relire. Et j'avais relu. Mais pas les articles 11 et 12 des statuts, où la clause de gestion exclusive était formulée avec une discrétion qui frôlait le génie. Vous voyez? Même moi, même quelqu'un qui a passé 38 ans à déchiffrer des formulaires administratifs. Même moi. Parce que quand votre fils vous regarde et que vous voyez dans ses yeux l'enfant qu'il était, vous voulez croire. C'est aussi simple et aussi douloureux que ça. Mais laissez-moi vous parler de Delphine. De la vraie Delphine, celle que j'ai mis du temps à voir. Delphine Maurras n'est pas née méchante. Aucun être humain ne naît méchant. Ça, j'y crois. Ce en quoi je crois également, c'est que certains êtres humains arrivent à un carrefour dans leur vie où ils choisissent de ne pas réparer ce qui est cassé en eux et de répercuter cette fracture sur les autres. Delphine a fait ce choix-là. Et elle l'a fait en toute connaissance de cause, avec une méthode que j'aurais pu admirer si elle n'avait pas été dirigée contre moi. Delphine est fille unique. Sa mère, Gisèle, était vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter à Pau. Son père, Roland, était représentant de commerce en matériel de bureau. Il était peu présent, puis absent, puis définitivement parti quand Delphine avait 11 ans. Gisèle Maurras avait alors reporté sur sa fille unique toute l'énergie qu'elle avait consacrée à son mariage raté. Delphine était devenue le projet de sa mère. Delphine devait réussir là où sa mère avait échoué. Delphine devait épouser quelqu'un de bien, quelqu'un d'installé, quelqu'un avec un patrimoine. Ce que Gisèle Maurras n'avait pas prévu, c'est que sa fille avait parfaitement intégré la leçon, mais sans la dimension affective que la mère y mettait sans doute. Pour Delphine, le mariage n'était pas un sentiment, c'était une stratégie. J'ai su tout ça par petits morceaux, par Annette, la sœur d'Édouard qui vit à Rennes, et que Delphine avait progressivement écartée de la vie de son frère. Par Véronique, mon amie de 30 ans, ancienne collègue à la CEPAM, qui avait vu Delphine lors d'un dîner chez moi et m'avait dit après que cette femme-là me sourit avec les lèvres et te calcule avec les yeux. Par Isabelle, mon assistante sociale à la mairie du 15e, à qui j'avais parlé l'été dernier et qui avait hoché la tête d'une façon qui en disait beaucoup. Mais la révélation la plus nette, je l'ai eue d'une source que je n'attendais pas. En août 2023, lors d'un repas de famille dans un restaurant du Vieux-Lyon où nous fêtions l'anniversaire de ma sœur Paulette, j'avais eu une conversation de 20 minutes avec la belle-sœur de Delphine, la femme du frère de son premier mari. Parce que oui, il y avait un premier mari, Thierry Cassagne, ingénieur chez Airbus à Toulouse, avec qui Delphine avait été mariée pendant 3 ans, entre 2006 et 2009. Ce mariage que Delphine n'avait jamais mentionné.
Ce mariage dont j'avais appris l'existence par hasard, en cherchant son nom dans un vieux registre en ligne, une de ces choses qu'on fait la nuit quand on commence à ne plus dormir. Cette belle-sœur s'appelait Marianne. Elle vivait à Lyon depuis toujours. Elle connaissait Delphine depuis les années Toulouse. Et en 20 minutes, au-dessus d'un gratin dauphinois et d'un verre de Côte-du-Rhône, elle m'a raconté une histoire que je connaissais déjà. Sauf que c'était une autre femme dans le rôle que je jouais maintenant. La belle-mère de Thierry. Une femme seule, propriétaire d'un pavillon à Colomiers. Des économies de toute une vie. Une belle fille charmante qui s'était peu à peu imposée dans toutes les décisions, avait isolé son mari de sa famille et avait obtenu une procuration générale quelques mois avant que le mariage ne s'effondre. Marianne me regardait avec une expression que je n'oublierai pas. Elle ne me disait pas « je suis désolée pour vous ». Elle me disait « faites attention », mais d'une façon qui laissait entendre qu'il était peut-être déjà un peu tard pour simplement faire attention. Elle avait tort. Il n'était pas encore trop tard, parce que j'avais commencé à me réveiller 2 mois plus tôt. Ce réveil, il avait eu un moment précis, une date, un jeudi de juin 2023 à 22h30 dans ma cuisine. Ce soir-là, Édouard m'avait téléphoné. Pas pour prendre de mes nouvelles. Il ne téléphonait plus vraiment pour ça. Il téléphonait pour me dire que la SCI allait mettre l'appartement en location saisonnière pendant l'été, que c'était une opportunité commerciale intéressante, que j'aurais bien sûr accès à un hébergement de remplacement pendant cette période. Un studio dans le 11e qu'un ami à lui mettait à disposition. Il me demandait de quitter mon appartement, pour que lui puisse le louer à des touristes. J'ai raccroché. J'ai mis l'eau à chauffer pour une tisane de camomille. J'ai posé mes 2 mains sur l'évier et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris dans le noir. Et pour la première fois depuis 2 ans que je m'étais dit que j'exagérais, que j'étais trop méfiante, que c'était mon fils et qu'il m'aimait, pour la première fois, je n'ai plus rien dit de tout ça. À la place, j'ai pensé à Bernard, à la façon dont il serrait les mâchoires quand quelque chose le mettait vraiment en colère. Il ne criait jamais, Bernard, mais ses mâchoires, elles ne mentaient pas. Je me suis demandé ce qu'il m'aurait dit ce soir-là. Et j'ai entendu sa voix très clairement, la voix grave de Bernard qui fumait encore dans ces années-là et qui avait cet accent du Tarn qu'il n'avait jamais tout à fait perdu. « Marcel, t'as passé toute ta vie à gérer les dossiers des autres. Il serait peut-être temps que tu gères le tien. » Le lendemain matin, j'ai fait 2 choses. La première, j'ai pris rendez-vous avec Maître Bourdillon. Pas pour lui parler de la SCI. Pas encore. Pour lui demander de me remettre une copie intégrale des statuts que j'avais signés et de m'expliquer, article par article, ce que chaque clause signifiait concrètement dans les faits. La deuxième, j'ai acheté un petit carnet à spirale bleu marine dans la papeterie en bas de chez moi, la papeterie Millet, que tient la même famille depuis 40 ans et où je vais depuis que je suis dans cet appartement. Et j'ai commencé à noter les dates, les heures, les conversations, les demandes, les pressions, chaque chose avec sa date, son heure, et si possible un témoin. Ce carnet, je l'appelais mon carnet de bord, et pendant les 8 mois suivants, j'y ai tout consigné. Si vous trouvez que continuer à regarder cette vidéo est la moindre chose que vous puissiez faire, je vous demande une seconde de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la partie que personne ne vous montre. Comment on prépare une riposte, comment on rassemble les preuves, comment on utilise les outils que la loi française met à la disposition de chaque femme, chaque homme, chaque personne âgée qui se fait spolier par sa propre famille. Et ça mérite d'être vu jusqu'au bout. Pendant les mois qui ont suivi cette nuit dans ma cuisine, j'ai appris à regarder autrement. Pas avec la méfiance anxieuse de quelqu'un qui a peur, avec l'attention froide et méthodique de quelqu'un qui rassemble des éléments. Maître Bourdillon m'a reçu le 18 juin. Il était petit, chauve, avec des lunettes à monture d'écaille et la façon de parler précise et lente des notaires qui ont l'habitude que leurs clients ne comprennent pas tout du premier coup. Quand je lui ai posé mes questions sur les articles 11 et 12, il a marqué une pause. Puis il a reposé ses lunettes sur son bureau et m'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue chez lui lors de la signature des statuts, une expression qui ressemblait à de la gêne. Il m'a dit que la clause de gestion exclusive était légale, qu'elle avait été acceptée par toutes les parties, que sur le plan strictement juridique, Édouard pouvait en effet gérer l'appartement sans mon accord pour les actes courants, y compris la location. Et puis, il a marqué une nouvelle pause et m'a dit, très doucement, « Madame Fontenot, est-ce que vous avez un avocat ?» J'ai dit non. Il a dit, « Vous devriez en avoir un.
Je suis sortie de son cabinet, il faisait chaud, la rue du Général Foy était calme pour un lundi, les platanes faisaient de l'ombre sur le trottoir. J'ai marché jusqu'à la place Saint-Augustin et je me suis assise sur un banc. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai cherché. Avocat droit de la famille Préjudice Patrimoine, personne âgée Paris. Le nom qui est remonté le plus souvent dans les recommandations d'une association de défense des droits des personnes âgées que j'avais contactée 2 semaines plus tôt, c'était Maître Sophie Aubert, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de la famille et protection des majeurs vulnérables, cabinet dans le 9e arrondissement. Je l'ai appelée le jour même. Sa secrétaire m'a proposé un rendez-vous pour le 4 juillet. Je n'ai pas attendu passivement ces 2 semaines. J'ai repris tous mes relevés de compte depuis janvier 2023. J'ai photocopié tout ce que j'avais ici concernant la SCI, les statuts, les courriers, les échanges par mail que j'avais imprimés et conservés. J'ai appelé ma banque, le Crédit Mutuel du 15e, pour demander si j'avais accordé une procuration sur mes comptes personnels à qui que ce soit. La conseillère m'a dit non. J'ai demandé si on pouvait mettre en place une alerte pour toute tentative d'accès ou de modification sans mon accord direct. Elle m'a dit qu'elle allait noter la demande et en parler avec le directeur d'agence. Pendant ce temps, Édouard continuait à téléphoner pour parler de la location estivale. Pour me parler d'un projet de rénovation qu'il voulait faire financer par la SCI. Une rénovation qui, selon les documents que j'avais entre les mains, aurait augmenté sa quote-part dans la société. Pour me suggérer que puisque je ne vivais plus à temps plein à Paris, une affirmation fausse, mais qu'il répétait comme si la répéter la rendait vraie. Il serait peut-être raisonnable de domicilier mes courriers chez lui à Bordeaux. Domicilier mes courriers chez lui. Chez lui. À ce moment-là, j'avais assez travaillé à la CPAM pour savoir exactement ce que ça signifiait. Domicilier mes courriers chez quelqu'un, c'est lui donner accès à tout ce qui vous arrive par voie postale, y compris les notifications de votre caisse de retraite, les courriers de votre mutuelle, les relevés de compte, les avis d'imposition. C'est lui donner la main sur le fil d'information qui vous relie à votre propre vie administrative. J'ai noté la demande dans mon carnet, avec la date et l'heure, et j'ai dit à Édouard que je réfléchissais. Le 4 juillet, j'ai pris le métro jusqu'à la station Opéra et j'ai marché jusqu'au 9e arrondissement dans la chaleur particulière de Paris en été. Cette chaleur qui remonte du bitume, mêlée à l'odeur du café des terrasses et des gaz d'échappement. Le cabinet de Maître Aubert était au 3e étage d'un immeuble haussmannien de la rue de la Victoire. Parquet qui craque, boiserie, une petite bibliothèque de code juridique derrière son bureau, et elle, une femme de 45 ans environ, regard direct, cheveux coupés courts, qui ne m'a pas demandé comment je me sentais, mais m'a demandé ce que j'avais comme document. Je lui ai tout posé sur le bureau. Elle a lu pendant 20 minutes, en silence, en faisant de petites notes au crayon dans les marges. Puis elle a levé les yeux. Et elle m'a dit « Madame Fontenot, vous avez bien fait de venir maintenant. Si vous étiez venue dans 6 mois, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Nous avons travaillé ensemble cet été-là, Maître Aubert et moi. Et ce que nous avons trouvé dans les semaines suivantes a dépassé ce que même moi j'avais commencé à soupçonner. Le premier élément est apparu début août, quand Maître Aubert a obtenu via une procédure formelle les relevés de compte de la SCI que j'avais le droit de consulter en tant qu'associé. Sur ces relevés, entre mars et juin 2023, il y avait 4 virements d'un montant total de 42 000 € vers un compte dont l'intitulé était SCI Médoc Gestion, une société que je ne connaissais pas, une société que mes droits d'associé ne m'avaient jamais mentionnée. Maître Aubert a cherché SCI Médoc Gestion au registre du commerce et des sociétés. La société avait été créée en novembre 2022, 2 mois avant la création de notre SCI familiale. Associés, Édouard Fontenot et Delphine Moras-Fontenot. Objet, gestion et exploitation de biens immobiliers. 42 000 € tirés de notre SCI familiale, envoyés dans leur SCI à eux. Sans m'en avoir parlé, sans l'inscrire dans aucun procès-verbal d'assemblée. Sans aucun contrat de prestation justifiant ce transfert. J'ai lu ce document dans le cabinet de Maître Aubert un jeudi après-midi d'août, avec la chaleur qui tapait sur le velu au-dessus de nos têtes. J'ai pensé aux 42 000 €. J'ai pensé à ce qu'ils représentaient, des heures de travail, des années de contribution, des lundis matins avec le rhume dans le métro. J'ai tenu la feuille entre mes mains et je n'ai pas pleuré. J'ai dit simplement « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Maître Aubert a dit « On continue de chercher. » Et on a cherché. Le deuxième élément est venu de Véronique, mon amie de 30 ans,
Véronique, qui connaît tout le monde dans le 15e, qui est à la retraite depuis 2 ans, mais qui a encore des amis dans tous les cabinets du quartier. Véronique, qui me téléphone le 17 août pour me dire qu'elle a vu par hasard Élise Bertrand. Vous vous souvenez, la fille qui était assistante chez Maître Bourdillon il y a quelques années, avant qu'elle change de cabinet? Et qu'Élise lui a dit quelque chose d'intéressant. Elle lui a dit que Maître Bourdillon avait déjeuné 2 fois avec Édouard entre octobre et décembre 2022, avant la signature des statuts de la SCI, dans un restaurant du 16e dont Édouard avait payé l'addition. Ces déjeuners n'avaient pas été mentionnés lors de la signature. Le notaire n'avait pas signalé de conflit d'intérêts potentiel. Et il était, à ma connaissance, le seul notaire que nous avions consulté pour cette opération. J'ai noté ça dans mon carnet, avec la date, le nom d'Élise Bertrand et la mention possible conflit d'intérêts notaire. Le 3e élément est venu de Marianne, la belle-sœur du premier mari de Delphine, celle que j'avais rencontrée à Lyon en août. Je lui avais laissé mon numéro sur un bout de papier au moment de partir du restaurant. En septembre, elle m'a rappelé. Elle me donnait le nom de la belle-mère de Thierry Cassagne, la femme que Delphine avait également essayé de dépouiller pendant les années Toulouse. Une femme qui habitait à Colomiers. Une femme qui avait eu affaire à une procuration détournée. Une femme qui, selon Marianne, était prête à parler. Son nom était Geneviève Leroux. Nous nous sommes parlé par téléphone pendant 1h30, un soir de septembre, pendant que la pluie tombait sur les toits et que je préparais une soupe de légumes en tenant le téléphone entre mon oreille et mon épaule. Ce qu'elle m'a dit ressemblait à ce que j'avais vécu, mais avec des détails qui m'ont donné froid dans le dos, parce que la méthode était identique, les mêmes étapes, le même timing, la même patience, comme si Delphine suivait un protocole qu'elle avait déjà exécuté une fois et dont elle avait tiré les leçons. J'ai transmis les coordonnées de Geneviève Leroux à Maître Aubert. Elle a dit merci. Elle a dit que ça pourrait être utile. Pendant tout ce temps, pendant les réunions avec Maître Aubert, pendant les coups de téléphone avec Véronique et Marianne, pendant les soirées à trier des documents à ma table de cuisine avec ma lampe de bureau, pendant tout ce temps, Édouard continuait d'appeler. Il continuait d'envoyer des mails au sujet de la SCI. Il continuait à parler de la location estivale, du projet de rénovation, du déménagement de mes courriers. Il a fini par me demander directement, en octobre, de signer une procuration générale pour la gestion courante de l'appartement. J'ai dit que je réfléchissais. Et puis il y a eu ce dimanche d'octobre où il est venu à Paris sans me prévenir, sans téléphoner, sans sonner. Il avait un double des clés que je lui avais données des années plus tôt. Et il m'a trouvé dans mon salon, un livre sur les genoux, avec Véronique assise en face de moi autour d'un thé. Il a regardé Véronique d'une façon que je reconnaissais maintenant. Cette façon de regarder les gens autour de moi comme s'ils étaient des obstacles. Et il a dit, avec le sourire poli qu'il avait développé depuis des années pour les situations où il ne pouvait pas dire directement ce qu'il pensait. « Maman, je savais pas que tu avais de la visite. On pourrait peut-être se parler seul à seul ?» Véronique a dit qu'elle allait justement partir. Et je lui ai dit non, reste. Avec une fermeté dans la voix que je n'avais pas montrée à mon fils depuis très longtemps. Édouard est resté 40 minutes. Il m'a parlé de la procuration. Il m'a parlé de la rénovation. Il m'a dit que Delphine et lui réfléchissaient à avoir un bébé, une information qui était supposée me toucher assez pour que j'ouvre les cordons de la bourse sentimentale. Il m'a dit que l'appartement dans son état actuel ne serait pas idéal pour un enfant si jamais il s'installait à Paris, insinuant sans le dire que leur présence ici était envisageable, probable, désirable. Il n'a à aucun moment demandé comment j'allais. Quand il est parti, Véronique m'a regardé longuement. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit « T'as l'air d'aller bien, toi ? Vraiment bien, comme quelqu'un qui a pris une décision. » Et j'ai souri, parce que c'était vrai. J'avais pris une décision depuis des mois. Je l'avais simplement tenue secrète comme il le fallait. En novembre, les choses se sont accélérées. Maître Aubert avait rassemblé suffisamment d'éléments pour formaliser une mise en demeure. Mais elle m'avait conseillé d'attendre. Nous manquions encore d'un élément crucial, une preuve directe de l'intention frauduleuse qui nous permettrait de viser non seulement la SCI, mais également la démarche pénale. Pour l'abus de confiance prévu par l'article 314.1 du Code pénal, il nous fallait démontrer l'intention. Et l'intention, ça se prouve par les actes. C'est le 22 novembre que mon téléphone a sonné à 9h15 du matin. Le numéro du Crédit Mutuel s'est affiché. C'était Nathalie Després, ma conseillère bancaire, qui parlait d'une voix particulièrement calme.
la voix qu'ont les gens quand ils doivent annoncer quelque chose d'important sans affoler. Elle m'a dit « Madame Fontenot, votre fils s'est présenté à l'agence ce matin avec un document qui ressemble à une procuration sur vos comptes. Avant d'exécuter quoi que ce soit, j'ai voulu vérifier directement avec vous. Est-ce que vous avez signé une procuration en faveur d'Édouard Fontenot pour l'accès à vos comptes ?» J'ai répondu « Non ». Elle a dit « Je m'en doutais. Il est encore dans l'agence, dans la salle d'attente. » Et là, j'ai souri. Pas un sourire de soulagement. Pas un sourire de victoire. Pas encore. Le sourire de quelqu'un qui avait attendu que la pièce tombe exactement là où elle l'avait calculée. J'ai dit à Nathalie « Voilà ce que vous allez faire. » J'ai demandé à Nathalie de bloquer immédiatement toute opération sur mes comptes, de lui demander à lui de patienter, sans lui dire que je l'avais appelé, de lui demander l'original du document qu'il présentait, de le photocopier, de lui dire que la procédure de vérification prenait du temps, et de m'envoyer par mail une capture du document dans les 10 minutes. Nathalie a dit « C'est exactement ce que je vais faire. » La capture est arrivée dans ma boîte mail à 9h28. J'ai regardé le document sur l'écran de mon téléphone. C'était une procuration sur mes comptes, rédigée sur du papier blanc, avec ma signature en bas. Une signature qui ressemblait à la mienne. Qui ressemblait, mais que je n'avais pas faite. Un faux. J'ai appelé Maître Aubert à 9h30. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait. Je lui ai dit ce qui se passait. Elle a dit « Envoyez-moi le document maintenant » et appelez le 17. Je n'ai pas appelé le 17 tout de suite. J'ai d'abord envoyé le document à Maître Aubert. Puis, j'ai pris mon carnet bleu marine. J'ai ouvert à la dernière page utilisée et j'ai noté « 22 novembre, 9h15, tentative d'accès frauduleuse au compte, document présenté avec signature falsifiée, témoin, Nathalie Després, Crédit Mutuel 15e. » Puis j'ai mis le carnet dans mon sac avec les statuts de la SCI, les relevés de la SCI montrant les 42 000 €, les copies de tous les échanges de mails et la plaquette du cabinet Aubert avec le numéro de dossier en haut. Et j'ai composé le numéro d'Édouard. Il a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était tendue. Il était encore à l'agence à attendre la réponse qui ne venait pas. J'ai dit « Édouard, Nathalie vient de m'appeler. » Silence. J'ai dit « Elle m'a envoyé une copie du document que tu as présenté. Le document avec ma signature. » Autre silence. Plus long. J'ai dit, très calmement, avec la même voix que j'avais quand je lui expliquais ses exercices de mathématiques quand il était en 6e, cette voix de patient professeur que j'avais tenue pendant des années, cette signature n'est pas la mienne. Tu le sais, moi je le sais, et maintenant ma banquière le sait aussi. Et j'ai raccroché. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a sonné 6 fois. Je n'ai pas répondu. À 11h, j'ai rencontré Maître Aubert à son cabinet. 2 heures de réunion. À 13h30, nous avons déposé une plainte au commissariat du 9e arrondissement pour faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie, en visant Édouard Fontenot et Delphine Moras-Fontenot. Maître Aubert avait préparé un dossier de 67 pages, avec toutes les pièces numérotées. Elle le tenait sous son bras, comme on tient quelque chose qu'on a construit avec soin et qu'on est prêt à placer avec précision. Il faisait froid ce jour-là. Le vent remontait la rue dans le dos. J'avais mis mon manteau gris, celui que j'avais acheté aux Galeries Lafayette il y a 6 ans et qui est toujours aussi droit sur mes épaules. En sortant du commissariat, j'ai respiré l'air de novembre, l'odeur de Paris en automne, cette odeur de pluie sur le bitume, de feuilles mortes et de café dans les terrasses qui ferment tôt. Et j'ai eu le sentiment très net, très physique, que quelque chose s'était retourné. Pas que la victoire était acquise, pas encore, mais que le rapport de force avait basculé, et que ce basculement était irréversible. Le même soir, à 19h45, Édouard m'a envoyé un message. Je l'ai lu sans répondre. Il disait « Maman, faut qu'on parle. C'est devenu complètement insensé. Delphine et moi, on peut expliquer tout. » J'ai montré le message à Maître Aubert le lendemain. Elle a dit « Ne répondez pas. Tout ce qui dit maintenant peut servir en votre faveur ou être retourné. Laissez la justice faire son travail. » J'ai mis le téléphone dans mon sac et je suis allé chercher ma baguette chez le boulanger de la rue Lecourbe, comme tous les matins depuis 15 ans. Monsieur Hamid, le boulanger, qui me connaît depuis assez longtemps pour savoir, sans que je lui dise quand ma journée a été difficile, m'a regardé et a dit « Ça va, Madame Fontenot ?» J'ai dit « Oui, ça va », et cette fois c'était vrai. Les jours qui ont suivi ont eu la texture étrange du temps suspendu. La vie continuait, la baguette le matin, le marché le jeudi place de la Convention,
la promenade du samedi, le long des quais avec Véronique, mais en dessous, quelque chose travaillait, comme une mécanique qu'on a mise en route et dont on attend le résultat. Maître Aubert m'a appris par bribes ce qui se passait de l'autre côté. Ses sources, ses contacts, les informations qui circulent dans les milieux professionnels quand une plainte pour faux en écriture vise quelqu'un qui a un réseau. Édouard avait d'abord tenté de minimiser l'affaire auprès de ses amis communs, en disant que sa mère avait un problème de mémoire, qu'elle ne se souvenait plus d'avoir signé, que c'était une histoire de famille douloureuse qu'il espérait résoudre à l'amiable. Le mot « mémoire » prononcé par son fils à propos de sa mère de 69 ans, qui n'avait jamais présenté le moindre signe de désorientation cognitive. Ce mot-là, dans la bouche de mon fils, m'a traversé comme un couteau froid. Parce que j'avais vu des collègues à la CEPAM décrire exactement cette tactique dans des dossiers de maltraitance financière sur personnes âgées, discréditer la victime par anticipation, insinuer une fragilité psychologique pour invalider sa parole. Mais il y avait eu un problème dans le calcul d'Édouard. Ce problème, c'était Nathalie Després. Nathalie était une professionnelle, une femme rigoureuse qui avait 20 ans de banque derrière elle et qui avait, de sa propre initiative, photocopié le document présenté ce matin-là, noté l'heure d'arrivée d'Édouard dans son registre et gardé une trace écrite de son appel à moi. Quand l'enquêteur de la brigade financière l'a contactée 3 semaines après le dépôt de plainte, elle avait tout. Le document original, les notes, la copie de l'appel. L'expertise graphologique sur la signature a rendu ses conclusions le 18 janvier suivant. La conclusion de l'expert nommé par le tribunal, la signature présentée au Crédit Mutuel le 22 novembre n'est pas de la main de Marcel Fontenot. Elle présente des caractéristiques de reproduction, probablement par décalque ou impression d'une signature numérisée. Une signature numérisée. J'ai su immédiatement d'où elle venait. En octobre 2022, Édouard m'avait demandé de scanner et lui envoyer ma signature sur un document qu'il disait devoir transmettre à un assureur. À l'époque, j'avais trouvé la demande légèrement inhabituelle, mais je n'y avais pas réfléchi plus longtemps. J'avais scanné, j'avais envoyé, j'avais mis ça dans mon carnet. Pendant ce temps, Delphine avait disparu du tableau. Elle avait cessé de téléphoner. Elle n'avait pas cherché à me contacter. Maître Aubert me dit plus tard que Delphine avait consulté sa propre avocate dès la semaine suivant la plainte. Une avocate pénaliste qui lui avait sans doute conseillé de se tenir silencieuse et de laisser Édouard gérer. Ce qui signifiait, dans la réalité, qu'elle commençait à calculer comment se distancer de lui si les choses empiraient. Édouard, lui, ne se taisait pas. Il essayait, il appelait, il laissait des messages que je n'écoutais pas. Il a envoyé un courrier, une vraie lettre manuscrite, la première depuis des années, sur du papier beige, avec son écriture penchée à droite que je reconnaissais depuis qu'il avait 7 ans. Je l'ai lue une fois. Elle ne demandait pas pardon. Elle expliquait, elle justifiait. Elle mettait Delphine en avant. C'était son idée. Il avait suivi. Il n'avait pas mesuré les conséquences. Il n'avait pas voulu blesser. Il n'avait pas voulu blesser. Cet homme de 44 ans qui avait présenté une signature falsifiée dans ma banque pour vider mes comptes n'avait pas voulu blesser. J'ai mis la lettre dans le dossier. Maître Aubert l'a lue et a dit que c'était utile, que ça montrait la conscience de l'acte, que ça allait dans notre sens. La convocation devant le tribunal judiciaire de Paris est arrivée en mars. L'audience était fixée au 19 mai. J'ai mis une robe bleue ce matin-là, la robe que je portais pour les occasions où je voulais me sentir solide. J'ai pris le métro à 8h30, ligne 10 jusqu'à Cité, et j'ai marché jusqu'au palais de justice. L'air sentait la Seine et le printemps de Paris, cette odeur particulière de fin d'hiver qui ressemble à une permission donnée. Maître Aubert m'attendait dans le hall. La salle d'audience sentait le bois vieux et la poussière de papier, comme toutes les salles d'audience. Édouard est entré avec son avocat, un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Édouard avait maigri. Il ne m'a pas regardé dans les yeux en entrant. Delphine n'était pas là. Elle était convoquée séparément, plus tard dans la matinée. Maître Aubert a pris la parole avec la calme précision que je lui connaissais maintenant. Elle a présenté les pièces, une par une. Les relevés de la SCI, avec les 42 000 € transférés vers la SCI Médoc Gestion. Les statuts avec les clauses de gestion exclusive que je n'avais pas compris dans toute leur portée. Le rapport graphologique sur la signature. L'attestation de Nathalie Després. Les échanges de mails où Édouard demandait ma domiciliation postale chez lui. Le témoignage écrit de Geneviève Leroux sur le même schéma utilisé à Toulouse par Delphine 10 ans plus tôt.
L'avocat d'Édouard a plaidé la bonne foi, la confusion, l'erreur de jugement, le contexte difficile d'une transmission familiale mal gérée. Il a dit que son client était prêt à rembourser les sommes transférées, que la signature avait été utilisée dans la précipitation sans que son client mesure la qualification pénale de l'acte. Le président du tribunal a posé une question simple à Édouard. Est-ce que vous confirmez avoir présenté ce document au Crédit Mutuel le 22 novembre? Édouard a regardé son avocat. Son avocat a hoché légèrement la tête. Édouard a dit oui. Le président a posé une deuxième question. Est-ce que votre mère vous avait remis ce document signé de sa main? Silence. L'avocat est intervenu. Il a dit que son client ne souhaitait pas répondre à cette question sans préparation supplémentaire. Le président a dit « Très bien ». L'audience a duré 2 heures et demie. Je me souviens du bruit des talons d'une greffière qui traversait la salle, du tic-tac de l'horloge au-dessus du banc des magistrats, de la lumière blanche qui entrait par les hautes fenêtres. Je me souviens d'avoir regardé mon fils de 44 ans, ce petit garçon qui me récitait la table de 6 dans le couloir de l'école de la rue Blomette, et d'avoir pensé à Bernard, à ce que Bernard aurait dit. Et j'ai pensé qu'il m'aurait dit de tenir droit, parce que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai tenu droit. Au moment de la suspension de séance, Édouard s'est levé et a fait un pas dans ma direction. Il a ouvert la bouche. J'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps, une vraie peur. Pas la peur de perdre le contrôle sur moi, la peur de comprendre ce qu'il avait fait. Il a dit « Maman ». J'ai dit « Je sais que tu regrettes. Mais les regrets n'effacent pas ce que tu as choisi de faire. Et tu as choisi. Moi aussi j'ai choisi. Et mon choix, c'est d'avancer sans toi. Je me suis retournée et j'ai suivi Maître Aubert vers la sortie. Il fait beau en ce mois de mai à Paris. La lumière est différente, plus douce, plus longue. Cette lumière de fin d'après-midi qui rend les toits de zinc presque dorés. Le jugement du tribunal judiciaire a été rendu le 23 juin. Édouard Fontenot a été reconnu coupable de faux en écriture et usage de faux, en vertu de l'article 441-1 du Code pénal et d'abus de confiance en vertu de l'article 314-1. La peine, 18 mois de prison avec sursis, une amende de 8 000 € et l'obligation de me restituer les 42 000 € transférés frauduleusement vers la SCI Médoc Gestion avec les intérêts légaux. Un huissier de justice a été désigné pour veiller à l'exécution de la décision. Delphine Morat-Fontenot a été reconnue coupable de complicité d'abus de confiance. Peine, 12 mois avec sursis et 5 000 € d'amende. La SCI Médoc Gestion a été mise sous séquestre dans l'attente de l'audit ordonné par le tribunal, un audit qui allait révéler, dans les mois suivants, d'autres irrégularités que je n'ai pas à détailler ici, mais dont les conséquences pour eux ont été proportionnellement plus lourdes. La SCI familiale que nous avions créée ensemble a été dissoute par décision judiciaire, les actifs restitués à leur situation antérieure. Mon appartement de 182 mètres carrés dans la rue de la Croix-Nivert est à nouveau entièrement sous mon nom, dans le registre du cadastre, comme il aurait toujours dû l'être. Maître Bourdillon a fait l'objet d'une saisine de la Chambre des notaires de Paris concernant ces conflits d'intérêts potentiels. Je n'ai pas suivi le détail de cette procédure. C'est le travail de d'autres. Mais j'ai appris qu'il avait pris sa retraite anticipée à l'automne. Les conséquences pour Édouard ne se sont pas arrêtées au tribunal. Dans le monde des cadres commerciaux pharmaceutiques, qui est un monde de réseau et de réputation, une condamnation pour faux et abus de confiance ne passe pas inaperçue. Son employeur n'a pas renouvelé son contrat à la fin de l'année. La résidence secondaire du Médoc, grevée de dettes et impossible à vendre rapidement dans ces conditions, a été mise en vente à perte. L'appartement des Chartrons, loué, a dû être libéré quand le propriétaire n'a pas renouvelé le bail. Delphine l'a quitté en janvier. Je l'ai appris par Annette, la sœur d'Édouard, qui m'a téléphoné pour me l'annoncer sur un ton qui n'était pas de la cruauté, juste du constat. Édouard m'a envoyé un nouveau message en février. Je ne l'ai pas lu tout de suite. Je l'ai laissé dans ma boîte pendant 3 jours, puis je l'ai lu. Il demandait à me voir. Il disait qu'il avait compris. Il disait des choses vraies peut-être. Je ne peux pas savoir avec certitude ce qui est vrai dans le cœur d'un homme qui a fait ce qu'il a fait. Il demandait pardon. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas de la cruauté. Je veux que vous compreniez ça. Je n'attends pas qu'il souffre davantage. Je ne me réveille pas le matin en pensant à ce qui lui arrive. Il est mon fils. Il le sera toujours biologiquement. Mais la relation que j'avais imaginée n'a jamais existé de la façon dont j'avais cru qu'elle existait.
Et reconstruire sur des fondations qui se sont révélées fausses n'est pas de la sagesse, c'est de l'obstination. Je ne l'attends pas. Je ne regarde pas la porte en espérant le voir. Je ne garde pas une lumière allumée. La lumière que je garde allumée, c'est pour moi. Aujourd'hui, je vis dans mon appartement. Mon appartement. J'ai fait venir un peintre en septembre, un jeune homme du quartier recommandé par M. Hamid le boulanger. Et j'ai fait repeindre le salon en blanc cassé et le couloir en un gris bleu qui ressemble à la couleur du ciel au-dessus de la Bretagne les matins d'été. J'ai acheté un fauteuil de lecture dans une brocante du 14e, un vieux fauteuil en velours vert foncé, un peu usé aux accoudoirs, que j'ai installé près de la fenêtre qui donne sur les toits. C'est là que je lis maintenant le matin, avec mon café allongé et le bruit de Paris qui commence à s'éveiller. Véronique vient 2 fois par semaine. Nous avons repris nos dîners du mercredi que nous avions abandonnés pendant les années difficiles parce que Delphine faisait des remarques subtiles sur le fait que j'avais des amis de longue date et peu d'amis nouvelles. Comme si la loyauté dans les amitiés était un signe de manque d'ouverture. Nous mangeons, nous parlons, nous rions. Le rire, je l'avais un peu oublié. J'ai rejoint une association de randonnée qui se retrouve tous les dimanches matins à la porte de Vincennes pour partir marcher dans le bois. Des gens de tous les âges, avec des chaussures de rando et des thermos de café. On marche 2 heures dans la lumière du matin, on parle, on s'arrête pour regarder les canards sur le lac. Il y a un homme qui s'appelle Roger, 77 ans, qui connaît le nom latin de chaque arbre et le raconte à voix haute en marchant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je marche souvent à côté de lui. C'est une amitié simple et solide, sans histoire. Je suis allé en Bretagne au mois d'août, à Quiberon, où je n'étais plus retourné depuis les vacances avec Bernard et Édouard enfant. J'ai loué une petite chambre dans une maison de pêcheurs à 2 pas de la mer. Je me levais tôt, j'allais marcher sur la côte sauvage, quand la lumière était encore rasante et rose, j'achetais des crêpes à une crêperie du port et je les mangeais debout en regardant les bateaux. Le vent sentait le sel et l'iode et quelque chose que je ne saurais pas nommer mais qui ressemblait à de l'espace. De l'espace dans la poitrine. De l'espace pour respirer sans mesurer chaque inspiration. J'ai envoyé une carte postale à Annette, à Véronique, à Maître Aubert, à Geneviève Leroux, à Colomiers. Je n'ai pas envoyé de carte postale à Édouard. Ce n'est pas un oubli. Il y a quelque chose dont je veux vous parler maintenant, quelque chose que j'ai mis du temps à formuler clairement. Pendant des années, avant même Delphine, pendant l'éducation d'Édouard, pendant les années de mariage avec Bernard, on m'avait transmis une certaine idée de l'amour maternel. Une idée qui disait que l'amour d'une mère est inconditionnel, que les mères pardonnent parce que c'est dans leur nature, que les familles finissent par se retrouver si on s'y prend bien, si on est patient, si on tend la main. Cette idée, je l'avais intégrée comme une vérité, comme quelque chose d'aussi solide que le Code civil. Je sais maintenant que ce n'est pas une vérité, c'est une croyance, et comme toutes les croyances, elle peut être examinée. L'amour maternel ne s'éteint pas automatiquement parce que quelqu'un vous a trahi. Ce serait trop simple. Ce serait presque confortable. Non, l'amour reste quelque part dans un tiroir fermé à clé que vous ne perdez pas, mais que vous n'ouvrez plus. Ce qui change, c'est la disponibilité. La disponibilité à laisser rentrer quelqu'un qui a choisi de vous faire du mal. Cette disponibilité-là, je me suis accordé le droit de la retirer. Et ça n'a pas déchiré le monde. Le monde a continué. Les saisons ont continué. Le boulanger en bas de chez moi a continué à faire ses croissants le dimanche matin. Le marché place de la Convention a continué ses jeudis et ses samedis. Les toits de zinc de Paris ont continué à prendre cette couleur dorée en fin d'après-midi que j'avais oublié de regarder pendant des années, parce que j'étais trop occupée à guetter ce qui allait encore m'être demandé. Je ne guette plus rien. Je regarde. Il y a aussi une autre chose que je veux dire, et je vous demande de l'entendre correctement. Je n'ai pas réussi seul. J'ai réussi avec des outils. Des outils que ce pays a mis à la disposition de ses citoyens, notamment des femmes âgées qui se font dépouiller par des gens qui pensent que l'âge les rend invisibles ou fragiles. La loi française protège. Les avocats spécialisés existent. Les notaires honnêtes existent. Les tribunaux fonctionnent. Lentement, certes, mais ils fonctionnent. La sécurité sociale dans laquelle j'ai cotisé pendant 38 ans a un sens. Ce sens, c'est que personne n'est censé traverser seul les situations difficiles, que les structures existent. Mais les structures ne viennent pas vous chercher. Il faut aller les chercher. Il faut noter les dates. Il faut garder les documents.
Il faut oser appeler un avocat, même quand on a peur de ce qu'il va découvrir. Il faut choisir de savoir, même quand c'est douloureux. Il faut décider que votre propre vie vaut la peine d'être défendue avec toute l'intelligence dont vous êtes capable. J'ai 69 ans et j'ai appris ça à 67. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard. Ce qui compte, ce n'est pas d'arriver à un certain âge sans cicatrices. Ce qui compte, c'est de décider, quand les cicatrices sont là, que vous n'en voulez pas d'autres, que les suivantes, si quelqu'un essaie de vous les infliger, il le paiera. Bernard avait une expression qu'il utilisait quand quelqu'un l'avait mal jugé. Il disait « Le meilleur moment de se lever, c'est quand on est encore à terre, parce qu'une fois debout, on perd le détail de l'angle. Je me suis levé à l'angle exact où il fallait. Et maintenant, je suis debout. Ce matin, j'étais à la boulangerie à 7h40. Monsieur Hamid venait de sortir les premières fournées. L'odeur du pain chaud remplissait le trottoir. Cette odeur chaude et dorée qui, depuis 40 ans que je vis dans ce quartier, est pour moi l'odeur du recommencement. Chaque matin qui commence avec cette odeur-là est un matin qui peut être bon. J'ai pris une baguette tradition, 2 croissants pour moi et pour Roger que je devais retrouver à Vincennes à 9h, et un pain au chocolat parce qu'il faisait beau et que j'en avais envie. Je suis rentré à pied. Le soleil était bas, rasant, il faisait miroiter les pavés mouillés de la nuit. Paris avait ce calme des matins de semaine avant que les gens commencent à se presser. J'ai ouvert la porte de mon immeuble. Mon immeuble, j'ai monté les 14 étages en ascenseur et j'ai ouvert les volets de mon salon. Les toits de zinc brillaient, j'ai posé les croissants sur la table, j'ai allumé la cafetière. Et j'ai pensé à ce dimanche de novembre dans cette même pièce, avec les papiers que je n'avais pas signés, la pluie contre les fenêtres et l'odeur du pot-au-feu qui refroidissait parce que personne n'en voulait vraiment. Ce matin, le café sentait bon. La lumière était exactement comme je l'aimais. Et il n'y avait personne dans mon appartement à qui je devais rendre des comptes, devant qui je devais peser mes mots, pour qui je devais paraître plus fragile que je ne l'étais. Il n'y avait que moi. Et moi, c'est suffisant. Moi, c'est même très bien, même très... Si cette histoire vous a touché, pas seulement dans le cœur, mais dans quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemble à une reconnaissance ou à une colère que vous avez vous-même portée, alors dites-le en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Dites-moi si quelqu'un dans votre vie vous a déjà fait sentir que votre âge était une faiblesse à exploiter. Parce que vous n'êtes pas seul. Et parce que la loi, les notaires, les avocats, les tribunaux, tout ça existe pour vous aussi. Pas seulement pour ceux qui savent déjà s'en servir. Cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que les prochaines histoires que je vais vous raconter sont tout aussi vraies, tout aussi dures et tout aussi résolues. Les femmes qui ont été traitées comme des obstacles sur le chemin de quelqu'un d'autre et qui ont choisi de se transformer en murs méritent d'être entendues, chaque semaine, sans compromis, sans happy end fabriqué, avec la vraie justice, celle qui laisse des traces et qui ne s'oublie pas. La dignité ne se négocie pas, et ceux qui pensent qu'elle a un prix finissent toujours par découvrir que c'est eux qui paient. À la semaine prochaine.